Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous avoir aujourd'hui pour cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, on parle de l'alternance. Et oui, on a maintenant aujourd'hui plus d'1 million d'alternants en France, ce qui implique aussi beaucoup de soutien, en tout cas sur la partie recrutement. Donc, je suis ravie aujourd'hui de parler alternance avec deux invités, notamment donc Solène Deslou, qui est aujourd'hui... Bonjour Solène. Enchantée, qui est bonjour tout le monde. Qui est aujourd'hui donc chargé des relations écoles chez Cegid. Cegid, c'est un grand éditeur de logiciels qui s'occupe du tout le quotidien des entreprises. C'est plus de 4500 personnes à l'international, 2600 personnes en France. J'imagine il y a pas mal de boulot en termes de recrutement. Solène, tu me disais que en moyenne, vous recrutez autour de 60 alternants par an. Donc, c'est vrai que ça fait une certaine pression sur les équipes recrutement. Donc, on aura l'occasion, en tout cas, d'en discuter ensemble. Et j'accueille aussi donc Édouard Petit, qui est en plus, Édouard, on est des anciens collègues, donc on se connaît assez bien, qui est donc cofondateur de Magma App, une solution qui permet de mettre facilement en relation les alternants, mais aussi tous les candidats avec des ambassadeurs. Donc on va parler aussi de la notion que tu avais notamment partagée dans un de tes posts, Solène, de l'ambassadoria, une terminologie que je connaissais pas forcément bien. Donc bonjour Édouard, ravi de t'avoir aussi avec nous aujourd'hui. Salut Maud, ravi d'être ici. Dans le chat, vous êtes là. Bonjour Marine, Romain, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va parler alternance, on va parler d'ambassadoria. Donc, c'est un sujet qui est assez, voilà, pas beaucoup, on n'entend pas beaucoup parler, en tout cas, sur la sphère LinkedIn. Donc, je suis vraiment très contente d'en discuter, sachant que tous les trois, en plus, on est des anciens alternants. Et donc, c'est vrai que j'aimerais rapidement qu'on puisse parler un peu de cette expérience de l'alternance. Moi, personnellement, je l'ai dit aussi aujourd'hui, ça a un peu changé ma vie. Je pense que je ne serais pas aujourd'hui dans les RH si je n'avais pas fait d'alternance. Toi, Solène, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ton expérience aussi dans l'alternance ? Alors déjà, je comprends tous les alternants qui recherchent que c'est assez compliqué. Donc moi, j'ai fait 3 ans d'alternance, mon bachelor et mes 2 ans de master. Hyper bonne expérience et c'est comme ça aussi que j'ai découvert les RH, j'avoue. La partie recrutement et relations écoles, parce que j'ai fait des relations écoles depuis mon alternance. Donc vraiment, pour moi, l'alternance a été un premier pas dans l'insertion professionnelle. Et toi, Édouard, alors aussi cofondateur aujourd'hui, tu as ton entreprise, mais tu étais alternant aussi. Exactement, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le monde du travail. Et je pense que c'est aussi lié au fait que très vite, j'avais plus forcément envie d'être que sur les bancs de l'école. Donc, ça m'a beaucoup plus stimulé d'être au quotidien dans des boîtes, voir aussi comment les gens ils construisaient des choses. Donc, moi aussi, j'ai fait 3 ans d'alternance, bachelor plus les 2 années de master. Donc, pur produit de l'alternance en France. Et je recommande à tout le monde. Dites-nous dans le chat si vous êtes aussi team alternance, qu'est-ce que ça vous a permis de faire ou de découvrir en tout cas. Moi aussi, j'ai fait 2 années d'alternance, notamment dans le groupe Safran. J'ai une tutrice extraordinaire. J'espère un jour faire un live avec elle, notamment sur d'autres sujets. Mais on va attaquer ce sujet donc de l'alternance, plus d'1 million en 2023. Donc on a ce cap, ce chiffre qui peut donner un peu le tournis, plus d'1 million d'alternance en France. En 10 ans, on a doublé en tout cas ce programme-là, qui est une bonne nouvelle, mais aussi donc, pour les équipes recrutement, comme je le disais en introduction, ça peut être un peu compliqué. Solène, est-ce que tu veux nous partager un petit peu aujourd'hui, pour une entreprise, qu'est-ce que ça implique le recrutement d'un alternant ou d'une alternante dans une entreprise ? Alors oui, bien sûr. Concrètement, un alternant, ça nous permet déjà d'avoir un sang neuf, hein, tout simplement. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont expérimentées, on a des équipes qui sont sur le terrain. Et parfois, un alternant qui a une réflexion un petit peu différente et qui permet aussi d'avoir un retour d'expérience personnelle ou professionnelle, et surtout une partie aussi théorique que forcément parfois les parties techniques n'ont pas. Donc pour nous, c'est vraiment ce côté-là qu'on va rechercher, c'est vraiment un profil, des compétences un peu spécifiques.
Et ensuite, toute la partie alternance, ça va être comment nous, on va les gérer au sein des équipes, comment on va les fidéliser et bien sûr, comment on peut les engager pour qu'ils soient après ambassadeurs, évidemment, de notre entreprise. Parce c'est une réalité, c'est vrai que 60 recrutements d'alternance, ça quand même, c'est beaucoup de travail, beaucoup aussi, entre guillemets, de pression sur les équipes. L'ambassadoria, donc cette terminologie-là que tu as dont tu as partagé, c'est une aide, une solution en tout cas pour aider au recrutement. Toi, Edouard, tu as construit ton entreprise sur cette notion d'ambassadeur. C'est quoi un petit peu la genèse et cette envie de mettre en place un système, une application qui permet d'accompagner les entreprises à ce que tu me disais du pairing. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ça? Le point de départ, il est super simple. Nous, on s'est rendu compte et on l'a constaté déjà en tant que candidat, que quand on postule quelque part, que ce soit dans une école, que ce soit dans une entreprise, on a envie de pouvoir en savoir plus sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on va avoir besoin de l'information nécessaire du poste, de ce qui nous attend, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer au day-to-day? Qui sont les collègues? Quelle est l'ambiance de travail? Quelles sont les valeurs de la boîte? On les transmet beaucoup plus facilement quand on rencontre quelqu'un au sein de cette entreprise. Et on s'est assez vite rendu compte que les gens cherchaient naturellement à entrer en contact avec des employés. La problématique, c'est que ces employés-là, c'est pas souvent des gens qui ont du temps pour le faire. Et en structurant une communauté d'ambassadeurs, on va pouvoir favoriser ces échanges qui ont un impact énorme dans le recrutement et dans, du coup, aussi l'accompagnement de tous ces candidats dans leur réflexion de leur prochain challenge, leur prochaine aventure. Pas toujours facile qu'on soit en poste ou pas en poste, quand on prend le cas des alternants. On a des alternants qui veulent aussi changer, de se projeter et de faire ce choix qui va nous impacter dans notre vie 1 an, 2 ans en tant qu'alternant et parfois en tant qu'employé plusieurs dizaines d'années quand on fait une carrière. Donc ces choix-là sont très importants et pour maximiser un petit peu les chances de réussite que l'alignement des planètes se fasse bien pour tout le monde, on permet cette mise en relation. Et la technologie, aujourd'hui, nous permet de vraiment faire des matchings de qualité avec des gens pertinents pour pouvoir avoir un échange entre pairs qui a du sens à la fois pour la boîte et pour le candidat. Parce que moi, je me souviens encore de mon recrutement il y a 10 ans. J'ai fait un entretien et puis j'étais prise. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément eu, et donc, c'est vrai que de créer, en fait, c'est vraiment de créer une expérience aussi. Donc, pour les alternants et les alternantes, pour en effet s'imaginer, c'est quand même ce que tu disais, Edouard, peut-être 2-3 ans de notre vie étudiante qu'on va aller vivre dans cette entreprise. Et ce qui est important, c'est qu'à la fin, l'alternance, ça débouche sur un diplôme, donc il faut s'assurer que tout se passe bien aussi. On connaît tous ces histoires malheureuses d'alternants et d'alternantes qui se passent aussi pas très bien. Donc c'est vrai que ça permet de fédérer autour d'une entreprise. Toi, Solène, donc aujourd'hui, un petit peu les aides. Est-ce que on va passer sur le côté un peu juridique. Je pense que c'est toujours intéressant. Et puis on prendra les questions qui arrivent. Est-ce que tu veux nous remettre un peu l'aspect juridique de l'alternance en France? Comment ça se passe? Alors, tout à fait. Alors, je pense que vous avez déjà tous entendu parler des aides de l'État. Les aides de l'État qui sont arrivées au moment du Covid. Donc, ça a été très bénéfique, on va dire, pour les entreprises et pour les alternants qui étaient en recherche, puisque cette période était très compliquée. Et on le sent encore, je trouve, dans les étudiants quand ils en parlent, quand on leur parle de leur formation, qui se disent oui, c'est l'année Covid. Donc, je pense qu'il y a encore cet aspect qui est assez fort encore entre eux, dans leurs expériences. Et donc aujourd'hui, les aides ont été encore renouvelées cette année. Donc très bonne nouvelle pour les entreprises. Mais à savoir que en fait, les aides ne sont pas pour tout le monde. Il y a des conditions pour bénéficier de cette aide. Donc aujourd'hui, typiquement pour les petites entreprises, donc moins de 250 salariés, il y a des conditions qui sont assez, on va dire, facile, puisqu'il faut juste faire un contrat d'apprentissage qui soit conclu entre le 1er janvier et le 31 décembre et surtout que le contrat soit qui donne un diplôme derrière, donc de Bac+2 à Bac+5. Donc ça, aujourd'hui, les entreprises, quand elles embauchent des alternants, ça répond à ces conditions.
À savoir que maintenant, pour les entreprises de plus de 250 salariés, donc typiquement le cas de Cégide, aujourd'hui, il y a des premières conditions qui sont les mêmes que pour les petites entreprises, mais il y a aussi d'autres conditions qui arrivent et qui sont, on va dire, des conditions chiffrées, puisqu'on va rechercher donc des recrutements à hauteur de 5% de l'effectif annuel total de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que 5% de l'effectif soit des recrutements alternants, contrat pro, contrat apprentissage. Donc déjà, Donc là, 5%. Solène, ce que tu nous dis, c'est une obligation légale. Oui, tout à fait. Ah oui, Oui. d'accord. Ça, je ne savais pas, tu vois. Donc, c'est une obligation pour toute entreprise de plus de 250 salariés d'avoir 5% d'alternants et d'alternantes dans leurs effectifs. Okay. Exactement. Après, bon, il y a une toute petite subtilité. Si jamais les entreprises n'arrivent pas à atteindre 5%, il y a un deuxième taux qui est proposé, qui est un taux à 3%. Donc, c'est un taux qui est quand même plus facile à atteindre. Sauf que cependant, il faut avoir connu une progression de 10% sur l'année d'après. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi se projeter sur le recrutement qu'on va devoir prendre. Et donc, parfois, les entreprises ne peuvent pas se projeter sur une augmentation de 10% l'année d'après. Donc, typiquement, dans le cas de Cégide, malheureusement, nous n'avons pas accès donc, à cette prime de 6 000 €. Donc, quand on sait que la prime n'est pas donc, octroyée dans le cas d'un recrutement, le recrutement se fait quand même plus, enfin, on réfléchit plus donc, à recruter. Et donc, on diminue aussi le nombre de recrutements. Ok, très clair. Donc, il y a ces aides de l'État et puis, il ne faut pas oublier que l'alternance est gérée par les OPCO. Et donc, il ne faut pas oublier, c'est vrai que ça, c'est assez, je ne sais pas depuis quand ça date, mais c'est les OPCO qui gèrent en tout cas toutes les demandes de l'alternance. Donc, ça passe par eux directement. Bon, bah, écoute, ça nous fait du bien un peu de revoir cet aspect un peu juridique. Donc, c'est 5% obligatoire. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a aussi de mémoire, il y avait aussi des devoirs du tuteur d'alternance. L'alternance, attention, c'est pas du CDI déguisé, c'est pas, on est dans un apprentissage et donc il faut que, je crois, le maître de stage doit avoir une expérience aussi au niveau de l'alternance. Donc, c'est à bien réguler quand même. C'est bien géré de façon juridique. Et donc, on a une question. Donc, bon, c'est un LinkedIn user. Donc, excuse-moi, je ne sais pas comment tu t'appelles. Mais voilà, une question peut-être par rapport à ce qu'on partageait tout à l'heure. Est-ce que la désignation des ambassadeurs est faite, je suppose, par la direction ou les RH? Cela ne compromet pas déjà l'attente d'authenticité de la part des candidats? Intéressant. Votre avis, Solène, Édouard? Nous, ce qu'on voit avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est qu'effectivement, ça va dépendre un petit peu de la dynamique que veut lancer l'entreprise. Pour nous, ce qui est important, justement, c'est d'essayer de garder cette notion de transparence et d'authenticité. Évidemment, on les rassemble sous un terme d'ambassadeurs parce que ça permet de créer cette communauté, de les fédérer, de les mettre en avant et de les identifier facilement. Mais l'enjeu pour nous est très clair, n'est pas de les transformer en commerciaux, en recruteurs, tout simplement parce que c'est contre-productif. Et on le voit, l'enjeu dans le recrutement, c'est pas tant de chercher coûte que coûte à avoir quelqu'un, mais ça, j'apprends rien. L'enjeu, c'est d'avoir la bonne personne qui correspond à la boîte et aux valeurs de la boîte. Et souvent, la problématique, c'est que, en fait, on va passer des entretiens, on va croire que tout est génial, que ça nous correspond. Et finalement, dans les 3 premiers mois, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas du tout dans la façon dont nous, on est habitué à travailler, dans la façon des valeurs qu'on partage, que peut-être sur certains points, c'était pas aussi clair que ce qui est dans la réalité du quotidien dans la boîte. Et c'est ce désalignement qui va être néfaste pour le recrutement parce qu'on va avoir perdu 3 mois, encore en plus sur les enjeux d'alternants. Quand on a commencé un contrat, c'est très, très difficile de s'arrêter. Et puis surtout, Solène en parlera beaucoup mieux que moi, quand on est sorti de la période, de la petite fenêtre de tir de recrutement de jeunes, en fait, il n'y a plus personne sur le marché qui est disponible pour avoir son recrutement. Donc, pour nous, en tout cas, et c'est là-dessus qu'on essaye d'évangéliser et d'éduquer, il y a cette notion d'authenticité pour essayer d'être le plus transparent possible sur ce qui va se passer, pour éviter le mauvais match, si je peux dire, dans le parcours et après. Alors moi, tout à fait, je rebondis sur ce que dit Édouard. Nous, aujourd'hui, les ambassadeurs qu'on va mettre en place au sein de l'entreprise, c'est des personnes qui sont engagées et qui, en fait, ont la volonté de le faire. Il n'y a pas d'obligation ou quoi que ce soit. Donc, ça permet de l'engagement personnel. Alors, il y en a certains des tuteurs qui aiment beaucoup faire ça, puisque ça leur permet de rencontrer, de développer leur réseau et surtout de parler de leur métier. C'est quelque chose qui est toujours sympa de parler de son métier et quand on est aussi habité par son métier donc ça permet de gagner aussi en authenticité, puisqu'aujourd'hui, on a pas mal
d'étudiants qui vont, quand on leur dit le nom du tuteur, parce que généralement on le met nous dans les fiches dans les offres de stage ou d'alternance, et donc souvent il y en a qui vont aller rechercher et leur poser des questions. Donc ça permet aussi d'avoir, voilà, quelque chose de très simple, parce que nous on n'est pas forcément au courant en tant que recruteur, que l'étudiant a fait la démarche. Donc je pense qu'aujourd'hui les premiers ambassadeurs, c'est nos managers et nos tuteurs. Donc on compte sur eux, sur l'authenticité, et éviter, ouais, de venir, et qu'en fait sur place ça soit pas forcément les mêmes attentes que ce qui avait été dit lors des rendez-vous et des entretiens RH. Comme dit Bastien, pas de langue de bois. Donc, est-ce que c'est vrai que je peux comprendre un peu la question de la personne. Est-ce que, par exemple, vous formez à Cégide vos managers à devenir ambassadeurs? Est-ce qu'il y a il y a une formation spécifique, ou comment vous désignez en fait ces ambassadeurs-là? Alors pour Cégide, en tout cas, on n'a pas encore mis en place donc de formation spécifique. On a des réunions tuteurs qui sont mises en place au début, lorsqu'ils ont été, désignés ou proposés par les managers, et en fait, nous, on va juste les inviter à, voilà, discuter, échanger, être, acteurs aussi de leur recrutement. Parce qu'aujourd'hui, un recrutement, c'est pour eux qui a un recrutement, et c'est pas forcément pour les RH. Donc on incite vraiment sur ce côté-là à qu'ils soient engagés et acteurs de la situation. Mais on n'a pas encore mis de formation en tant que telle. En tant que tel, ok, très clair. On va revenir sur comment mettre en place un programme d'ambassadeurs dans les quelques minutes qui arrivent. Mais avant, j'ai envie de parler un peu plutôt les douleurs quand même dans le recrutement d'alternants. Donc, tu as déjà mis quelques graines là, Édouard, toi, en disant que oui, il y a des périodes. C'est souvent, là, on est dans une période aujourd'hui de préparation de l'alternance, puisque la nouvelle, on va dire, promotion va arriver août-septembre. Et c'est vrai que si on loupe ce coche, ça va être très compliqué à recruter un alternant. Donc ça, c'est une des premières, je trouve, une première douleur, par exemple. Est-ce que tu en vois d'autres, toi, Solène ou Édouard, sur l'alternance, c'est pas non plus... On dit toujours, oui, l'alternance, recruter un alternant, c'est facile. Mais voilà. Est-ce que tu veux parler un petit peu, toi, de ton métier, des douleurs, Solène, que tu peux avoir aussi et que tu vois dans l'équipe recrutement chez Cégide? Tout à fait. Alors aujourd'hui, l'alternance, c'est compliqué de recruter, que ce soit côté entreprise ou côté alternant, hein. On le voit bien, déjà, il y a beaucoup de concurrence sur le marché, donc aujourd'hui, les entreprises n'ont plus, on va dire, le pouvoir de choisir, on va dire, et d'avoir le choix. Aujourd'hui, les alternants aussi font leur choix, et c'est tout aussi très bien pour eux, et j'en suis très heureuse pour eux. Mais voilà, c'est compliqué de recruter aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des process qui sont assez établis, et le but, c'est vraiment d'essayer d'y tenir. Aujourd'hui, dans l'équipe, pour environ, donc là on va recruter environ une cinquantaine d'alternants. On est 6 à recruter. Donc c'est des recruteurs qui sont vraiment recruteurs. Moi, je suis recruteur relations école, donc vraiment stagiaire alternant. Mais eux, c'est des vrais recruteurs. Donc en plus de leur mission, ils vont recruter donc des collaborateurs alternants. Donc c'est quelque chose c'est des attentes aussi différentes, puisqu'on va rechercher des personnes qui sont très volatiles. On connaît tous la Gen Z, qui est quand même une population compliquée à attirer, à fidéliser. Donc dans les deux sens, il y a des douleurs, je pense, pour les côtés entreprises, mais du côté aussi alternant. Donc à faire son choix, c'est plutôt compliqué. Toi, Édouard, ce que tu vois avec notamment les entreprises que vous accompagnez, est-ce que tu vois d'autres points un peu de douleur dans le recrutement aussi d'alternants? C'est pas si facile que ça. Non, c'est pas facile. Et puis, comme disait Solène, la concurrence en premier lieu est quand même un point de friction fort. Et surtout, ce qui rajoute de la complexité côté candidat, c'est ce momentum où en fait ils ont une fenêtre de tir assez courte entre le moment où ils ont postulé dans une école, qui sont pris dans cette école et qui doivent obtenir leur alternance. Donc en fait, on va aussi avoir plein de gens qui, comme disait Solène, sont très volatiles, parce que ils vont postuler à beaucoup de choses, ça va avancer dans un sens, mais ils ont aussi l'espoir que ça puisse avancer dans d'autres. Donc on va avoir une espèce d'indécision ambiante qui va faire que à la fois côté entreprise, on a l'impression qu'on va verrouiller quelqu'un parce qu'il nous a dit oui, mais finalement on n'a pas encore contractualisé, il prend son temps parce que de son côté il a plusieurs opportunités. Donc c'est ces moments-là qui sont les moments clés de prise de décision. Aujourd'hui, je pense qu'on est
à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a du flux qui arrive. En fait, les jeunes, quand on arrive en période de candidature, sur les plateformes de recrutement, des low work et consorts, on va avoir du flux qui va venir de façon très, très massive. Donc, les candidats sont là. Les candidats sont là. C'est un peu moins le cas sur certaines offres de job où il y a des difficultés, des pénuries. Là, on a des flux massifs qui arrivent. La difficulté, ça va être de bien gérer, comme disait Solène, le parcours du candidat et arriver à loquer quelqu'un ou à savoir qu'il ne vient pas chez nous. Pour nous, et c'est un petit peu aussi là-dessus qu'on essaie d'activer beaucoup, c'est la prise de décision. Comment est-ce qu'on va activer la prise de décision et comment est-ce qu'on va assurer que cette personne, elle a envie de nous rejoindre, elle a envie de rejoindre les équipes, elle a envie de rejoindre un manager. Ce que disait Solène tout à l'heure, et pour rebondir sur la toute première question, on appelle les gens des ambassadeurs, mais de manière générale, les gens dans les entreprises sont par défaut des gens qui vont faire rayonner la boîte, donc vont être des ambassadeurs même si on ne les appelle pas comme ça. Donc ça va avoir un impact d'avoir un bon manager qui nous fait un bon entretien, qui nous raconte de façon transparente ce qui va aussi être difficile, les challenges, pour qu'on ait vraiment l'impression que la personne en face de nous, elle a été authentique et avec qui on va se ressentir une affinité pour continuer. Et cette relation-là qu'on va créer, elle va avoir du sens tout au long de la chaîne. Parce que si on prend des dates un peu clés, là, on va rentrer dans les périodes de début de campagne. Et finalement, les rentrées vont s'effectuer quasiment jusqu'en décembre dans les écoles. Donc, on va avoir des gens qui vont postuler là maintenant pour prendre une décision finale peut-être en octobre ou début novembre. Donc, cette volatilité est super compliquée. Et dans le cas de Solène, si par exemple, elle a l'impression d'avoir 80 personnes et que ça va le faire, bah, en fait, ça se trouve, on va se retrouver avec 40 personnes parce que bah, la relation s'est étiolée, on s'est pris trop tôt et le lien s'est perdu et donc les jeunes sont partis ailleurs. Et donc, pour nous, c'est vraiment ça qui est important, c'est la création de ce lien humain qui va faire en sorte qu'on n'ait pas un numéro et qu'on se dit, quand j'arrive chez Cégide, je sais qu'il y a Pierre, il y a Pauline, il y a Jacques, je les connais, je les ai déjà vus et ça me rassure. Donc finalement, il y a une volumétrie, donc c'est-à-dire qu'il faut aussi gérer ça, hein, cette volumétrie de candidats et de candidates, il faut aussi la gérer pour créer notamment une belle expérience candidat-candidate, parce que les alternants, les alternantes, ce sera potentiellement, comme toi Solène, des futurs employés, et donc il faut en effet prendre aussi ça en considération. Donc il y a cette volumétrie et il y a finalement, ça prend du temps, puisqu'il y a peut-être 6 mois, 4, 5, 6 mois de prise de décision. Et donc, les ambassadeurs, ça peut être vraiment un côté rassurant. On rencontre des gens, comme tu disais, on n'est pas un numéro. Toi, Solène, c'est quoi un petit peu tes bons conseils de recruteuse, d'alternante que tu as envie de partager aujourd'hui ? Alors, par rapport à ça, aujourd'hui, je pense qu'on a chacun un peu ses bonnes pratiques en interne, en fonction, voilà, de nos expériences professionnelles et personnelles. Donc moi, les bonnes pratiques que je pourrais donner, déjà, en premier point, c'est vraiment avoir des process bien définis et une stratégie où il faut s'y tenir. Aujourd'hui, nous, la stratégie de chez Cégide, c'est vraiment de se dire que les alternants qui viennent chez nous, c'est des alternants qui seront, on va dire en projection sur, des employés de demain. Donc on a des objectifs qui sont de 50 de recrutement. Donc aujourd'hui, l'alternance pour nous, c'est de l'insertion professionnelle. On n'est pas là pour, avoir des petites mains, hein, qu'on soit concret. C'est vraiment, on est là pour, proposer donc des postes à in fine, quoi. Donc ça, c'est vraiment un premier point et ça, on le prône dès le début lors des entretiens de préqualification. Donc ça donne aussi un peu un aspect pour l'étudiant de se dire, bah voilà, est-ce que je peux me projeter? Est-ce que j'arrive à me projeter dans cette boîte? Et est-ce que vraiment j'ai envie d'aller là-bas, quoi? Nous, on va vraiment chercher des personnes qui veulent se projeter et d'aller vraiment de l'avant pour, voilà, pour que nous, derrière, on ait aussi un biais de recrutement plutôt favorable. Donc ça, c'est vraiment un premier point, c'est vraiment avoir une stratégie bien définie. La deuxième, évidemment, c'est avoir des process donc assez complets. Bien évidemment, ils peuvent être améliorés au fil du temps, mais vraiment avoir des process très précis et très complets et éviter en fait les aléas, puisqu'en fait, quand on a beaucoup de flux, le but, c'est vraiment d'aller au but. Nous, notre campagne, elle commence en mars et elle se termine en juillet, pour qu'on ait vraiment le temps de rencontrer tous les candidats, de donner des retours positifs ou négatifs, bien évidemment, et pour essayer d'améliorer aussi l'expérience candidat. À savoir qu'un étudiant aujourd'hui, quand il a eu une bonne expérience lors du process, il va repostuler, même s'il n'a pas été pris.
Donc, à savoir que s'il a eu un retour positif ou négatif, mais négatif constructif par le recruteur, il va se dire: «Bon, bah, j'ai pas été pris, mais on m'a expliqué pourquoi et aujourd'hui, bah, en fait, si j'ai pas été pris en alternance, bah, potentiellement, je pourrais être pris sur un CDI ou un autre poste à terme». Donc moi, ça, je compte vraiment sur, l'engagement des recruteurs et l'engagement aussi des voilà, des managers pour expliquer au mieux, aux alternants quand ils viennent chez nous, bah, les compétences attendues, mais aussi pourquoi, on les embauche et qu'est-ce qu'on attend d'eux, les compétences clés. Voilà, on a des compétences aussi qui sont définies, par Cegid, donc des compétences qui sont pour nous nécessaires, voilà, de l'esprit d'équipe, de la collaboration, de l'envie de challenge et de proactivité. Donc, c'est quelque chose qui nous est cher et c'est un peu notre culture d'entreprise. Donc, vraiment, sur cette partie-là, c'est vraiment, on va dire aux recruteurs, bah, on se base là-dessus et on embauche ce type de candidats. Et ensuite, bien évidemment, on aura aussi un aspect bonne pratique dans le sens où on va essayer de se bloquer en ayant un budget précis. Parce que comme je le disais tout à l'heure, nous, on n'a pas forcément les aides d'État. Donc, bien évidemment, se projeter avoir sur voilà, un budget précis sur les coûts de formation et éviter les aléas et les coûts de formation voilà, qui rentrent pas dans nos besoins et surtout éviter les arrivées en milieu d'année. Parce que nous, pour information, en tout cas chez Cegid, on a une campagne d'alternance qui commence voilà, en mars et pour les arrivées en septembre-octobre. Et donc, ça veut dire qu'aucun alternant n'arrive à partir de, on va dire, janvier. Et ça nous aide beaucoup pour bah déjà les équipes, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de former d'autres collaborateurs au cours de l'année. Et aussi pour nous, en termes d'intégration et d'animation, on sait que tout le monde arrive en même temps et tout le monde part en même temps en soi. Donc c'est vraiment une aide pour nous. J'adore ce que tu dis sur la culture d'entreprise, que finalement, même pour vos recrutements d'alternants et d'alternantes, il y a un test où voilà, c'est des choses en tout cas que vous allez évaluer lors des entretiens qui sont cruciaux finalement parce que comme on le dit, ça va être potentiellement des futurs salariés. Et donc, en fait, c'est pas juste on fait un entretien, on prend la personne, c'est quand même, il y a quand même tout un système, vous avez, j'imagine, mis en place en termes d'évaluation pour s'assurer qu'en effet, vous avez recruté parce que tu le dis très bien. Ça coûte un alternant, ça coûte en termes de l'école, c'est plusieurs, je crois, dizaines de milliers d'euros hein, aujourd'hui l'alternance, donc c'est un vrai coût aussi pour l'entreprise. Et donc c'est vrai qu'il faut s'assurer, comme tu dis, que tout se passe bien, en tout cas dans le process de recrutement. Et tu as Tiffaine qui te pose une question, Solène, c'est est-ce que le fait d'avoir fait de l'alternance t'aide dans le recrutement des futurs alternants chez Cegid? Ah bah tout à fait. Aujourd'hui, moi, je me ressens dans les alternants quand je les vois, quand je leur pose des questions. Donc aujourd'hui, moi, j'ai ce côté aussi à me dire que l'alternance m'a beaucoup aidée. Donc on a envie d'aider tout le monde, mais malheureusement, il y a quand même des limites. Donc aujourd'hui, l'alternance, que moi j'ai réalisée m'a beaucoup aidée sur des compétences, sur de l'expérience et voilà. Non, je pense que c'est vraiment un bon point, d'avoir fait de l'alternance. Il y a Anne-Cécile aussi qui nous partage comme quoi, en effet, l'alternance, c'est une rencontre entre un jeune et un tuteur. Donc, c'est ce que tu disais, Édouard. C'est pas juste des ambassadeurs, c'est des mentors aussi pour ces jeunes. C'est grâce à eux qu'ils vont apprendre un métier. Il y a un partage de savoir-faire, un partage de compétences. Et donc, c'est vrai que c'est important d'avoir, comme tu disais, Édouard, ce match, ce pairing dès les entretiens pour s'assurer qu'en effet, les 1 an, 2 ans, 3 ans d'alternance se passent dans les meilleures conditions possibles. Et donc, écoute, c'est très bien, c'est génial ce que tu dis là, Anne-Cécile, pour pouvoir notamment partager. C'est pas juste de l'ambassadoriat. Et donc, on va venir au cœur du sujet sur comment mettre en place, en tout cas, un système d'ambassadoriat en entreprise, parce que ça doit pas être non plus si simple à mettre en place. C'est un sacré travail, j'imagine, aussi pour les RH. Et donc, Édouard, tu peux nous en dire quelques mots maintenant sur, pour toi, quels sont un peu les étapes clés de mise en place de l'ambassadoriat. Qu'est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui? La première chose, c'est avant tout de réfléchir à cette communauté de gens qu'on va réussir à réunir. Nous, c'est une des premières choses qu'on met en place avec les clients et qu'on travaille avec eux, c'est le recrutement de cette communauté. Et là-dessus, nous, ça fait plus de 3 ans qu'on met en place des communautés d'ambassadeurs dans les entreprises et dans les écoles. La première idée reçue, et c'est vraiment le premier message qu'on passe à tous les nouveaux clients, c'est l'enjeu, c'est pas d'avoir la plus grosse communauté. Ça paraît basique à dire, mais c'est l'écueil dans lequel tout le monde tombe. C'est qu'assez vite, en fait, on se dit, bon, je vais avoir besoin de beaucoup d'ambassadeurs
pour représenter au mieux l'entreprise, pour avoir le plus de force de frappe possible. La réalité, c'est qu'en fait, on est dans une logique communautaire, et la logique communautaire, ça se crée autour d'un noyau dur. Donc, plus on va s'éparpiller sur un recrutement large, moins on va avoir d'impact sur cette communauté d'ambassadeurs, et donc moins on va pouvoir l'activer. Nous, on se rend compte qu'un ambassadeur, nous, la plateforme nous permet de rassembler et d'activer ces ambassadeurs. Si on en recrute trop et que dans le premier mois, on ne les active pas, on va avoir 52% de ces gens-là qui ne se réactiveront jamais au cours de l'année. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que plutôt que de se concentrer sur comment est-ce que je vais avoir mes 100 premiers ambassadeurs qui représentent la boîte, nous, la question qu'on pose à chaque client, c'est qui sont vos 5, vos 10 premiers ambassadeurs? Comment est-ce que vous allez les choisir? Comment est-ce que vous allez les identifier par rapport aux autres? Et comment est-ce que vous allez commencer à avoir des segments différents pour qu'ils puissent représenter une partie intégrante de votre boîte? Donc tout ça, c'est vraiment la base, la clé. Et nous, on recommande un recrutement d'ambassadeurs en fonction du flux qui va arriver, en fonction des besoins tout au long de l'année. Je prends le cas de Solène. Là, il y a un besoin qui va arriver très fort à partir de mars, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à décembre. Eh bien, l'enjeu va être pas d'avoir, imaginons, on va avoir la capacité d'engager sur les 80 ambassadeurs qui actuellement, on en a peut-être 40 qui sont motivés et qui auront envie de faire des choses. Mais en fait, on ne va pas avoir besoin de 40 en mars pour s'appuyer sur les actions de recrutement. Donc, ça ne sert à rien. Focalisons-nous sur des petits groupes. Ça, c'est la première logique et c'est vraiment le premier conseil qu'on donne en termes de best practice. Ensuite, le deuxième enjeu, ça va être ce que chez nous, on appelle l'intégration de ces ambassadeurs. Au sens où est-ce que dans votre campagne de recrutement, ça va donner le plus de pouvoir, le plus de sens pour mobiliser des ambassadeurs. Parce qu'une fois que vous avez cette communauté-là, qui est là, les 5, les 10 premiers, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Et ça, c'est une question que souvent les gens ils se posent pas forcément d'un point de vue flux et funnel de recrutement. Parce que finalement, le recrutement, c'est quoi? C'est des gens qui arrivent à une étape pour pouvoir aller au bout et s'assurer qu'ils viennent chez vous. Et bien, la deuxième étape, c'est cette intégration dans ce flux. Où est-ce que je vais avoir besoin le plus de mes ambassadeurs pour maximiser mes campagnes de recrutement, mes performances? Ça peut être très, très tôt dans le funnel, comme l'expliquait Solène, où en fait, on va directement sur les annonces de job dire que c'est tel ou tel manager. Donc, on va déjà finalement proposer des ambassadeurs et qui vont pouvoir faire le lien. Nous, on a des clients qui directement proposent de rencontrer un ambassadeur avant même d'avoir un entretien avec un recruteur, parce que la typologie de personnes qu'ils rencontrent, parce que la compétition qu'ils ont va nécessiter une expérience qui est un petit peu différente. Ils les invitent même des fois à prendre un café dans les bureaux parce que c'est plus sympa et ça crée du lien beaucoup plus rapidement. Ou alors, ça peut être des étapes de conversion un petit peu plus tard, où là, on va maximiser ce que nous, on appelle un petit peu le dernier kilomètre de la décision. C'est le moment où on sait que la personne, elle est intéressée, que nous, on est très intéressé dans cette personne et qu'on se dit, bon, bah là, on sort notre atout. Il faut absolument qu'elle rencontre quelqu'un dans la boîte, que ça se passe bien, qu'elle passe une heure, une journée, une demi-journée et qu'on le pré-onboard quasiment pour que la personne, quand elle sort, elle ne se pose pas la question de si elle signe le contrat ici ou si elle va signer dans un mois, que direct, elle se dise, OK, en fait, moi, je sais que je vais aller bosser chez Cegid, toujours difficile, parce que bon fit avec cette personne, j'ai vu le co, c'est chouette, ça m'a donné envie, j'ai envie de commencer demain, pas en octobre. Donc ça, c'est vraiment le deuxième enjeu, c'est l'intégration. Et après, évidemment, dans le flux de l'année, si je peux dire, puisqu'une campagne de recrutement et une animation communautaire, ça reste quelque chose qui se fait dans le temps, il y a toujours cette notion de comment est-ce qu'on va mobiliser, incentiver, mettre en avant. Et ça, c'est le troisième pilier d'un bon programme ambassadeur, c'est la logique de mise en avant, de rewarding. C'est qu'est-ce qu'on va leur donner, entre guillemets, à accès à ces ambassadeurs pour qu'ils soient contents d'être là et pour qu'ils soient contents de revenir et de continuer à nous aider de façon perpétuelle sur nos actions tout au long de l'année. Il ne faut pas espérer que les gens ils soient ambassadeurs tout le temps. Ils vont s'activer, ils vont se désactiver, ils vont revenir en fonction du flux aussi qu'ils ont de leur côté de travail et d'obligations personnelles. Mais par contre, ce qui est important, c'est de ne pas les négliger parce que si vous les impliquez, à un moment donné, de prendre des cafés avec des alternants de temps en temps, même si ça les sert parce que ça va recruter de nouvelles personnes dans leur équipe, c'est important qu'ils puissent sentir qu'ils sont valorisés dans la boîte, qu'ils puissent sentir qu'ils n'ont pas fait ça pour rien
et qui puissent du coup être valorisés dans leur parcours en tant qu'employés de manière générale. Donc ça aussi, c'est des choses assez importantes. On va avoir des gens qui vont mettre en place des choses de façon très pragmatique avec des primes d'engagement, qui sont des primes de performance, d'accompagnement, parce que finalement, on fait une partie du boulot en plus, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas valorisé. Et d'autres, ça va être beaucoup plus de la mise en avant, de l'accès à des choses ensemble entre ambassadeurs, pour qu'ils puissent se sentir valorisés, tout simplement. Écoute, merci pour ce partage. Et moi, j'ai une petite question par rapport à ce que tu disais. Je serais curieuse d'avoir l'avis de Solène. C'est quoi un peu alors les critères d'un bon ambassadeur ou d'une bonne ambassadrice, Solène? Alors moi, je pense qu'un bon ambassadeur ou une bonne ambassadrice, une personne, ça vient d'elle. Il faut que ce soit personnel et un engagement personnel. Il ne faut pas que ce soit une obligation ou autre. Donc déjà, il faut que voilà, l'envie soit là. Après, il faut que ce soit une personne qui est à cœur de ses missions, qui accepte aussi de cet aspect aussi de pédagogie, de vouloir rencontrer des personnes, etc. Voilà, je pense qu'il y a ces premiers critères qui vont être présents. Et ensuite, bah, évidemment, le but, moi, ce que je rebondis sur ce que disait Edouard, c'est il faut pas qu'il y en ait trop parce que engager trop de personnes, c'est juste pas possible. On n'y arrive pas. On n'a pas de ressources en interne suffisantes pour s'occuper de ça. Et donc, je pense que déjà avoir son petit noyau avec qui ça fonctionne et qui chaque année, voilà, on renouvelle si besoin en fonction des besoins, ça c'est très bien. Et après, moi, je pense que vraiment, voilà, la moitié du critère, c'est vraiment la personne si elle a envie de venir ou non. Enfin, moi, Et ce que tu disais là sur incentiver en tout cas les ambassadeurs, les ambassadrices, je parlais juste hier avec une responsable RH com de chez Renault qui, eux, en fait, pour mettre en avant ce côté ambassadeur, ambassadrice, ils sont un peu en mode VIP, ils vont participer au reveal des nouveaux véhicules en premier. Et donc, c'est vrai qu'ils vont les incentiver de cette façon-là. Est-ce que vous, chez Cégide, vous avez réfléchi à aussi se dire, bah, c'est vrai, ils prennent du temps, mais voilà. Ils ont aussi bien sûr un avantage, c'est qu'ils veulent recruter aussi pour leur équipe, donc c'est normal aussi que il y a aussi cette partie-là. Mais est-ce que aussi vous allez réfléchir à peut-être à des choses que vous allez mettre en place sur ce côté mise en avant, expérience un peu VIP des ambassadeurs et des ambassadrices chez Cégide, parce que là ils sont ambassadeurs pour le recrutement, mais ils pourraient être ambassadeurs aussi sur d'autres sujets aussi. tout à fait. Alors nous, aujourd'hui, comme on est en plein développement de ces communautés d'ambassadeurs, on commence à, voilà, à y réfléchir, à se poser des questions en gros, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Généralement, voilà, il y a toujours un retour sur investissement, hein. C'est qu'est-ce que eux, ça va leur apporter de devenir ambassadeur. Donc ça, c'est des questions qu'on est en train de se poser sur comment les engager, qu'est-ce qu'on peut nous leur apporter en interne comme expérience ou bien comme voilà, aspect, avantage, tout ce qu'on peut réimaginer. Alors, j'ai pas encore d'idées concrètes, hein, ou d'exemples sur le sujet, mais je pense que voilà, une personne quand elle s'engage, bien évidemment, il y a un retour aussi qu'on pourrait leur proposer en interne pour pouvoir voilà, les engager et les fidéliser aussi sur le long terme. Et moi, ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas forcément monétaire, hein. Non, non, Et c'est voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi des façons créatives aussi d'incentiver, en tout cas, ces ambassadeurs et des ambassadrices, et notamment sur. Il y a Tiffaine qui pose aussi cette question, et donc tu en parlais toi, Solène, là, juste tout à l'heure. C'est est-ce que la présence, notamment donc chez Cégide, de nombreux alternants au sein de votre société ne nuit-elle pas à l'efficacité vis-à-vis de votre clientèle? alors, excellente question. Alors nous, aujourd'hui, par rapport à notre effectif total, on est donc 2600, on va dire, en France, et on a 80 alternants en tout. Donc aujourd'hui, les alternants, ils sont un peu éparpillés dans toutes nos BU. Donc aujourd'hui, il n'y a pas forcément, ça nuit pas donc à nos clients, bien évidemment. Au contraire, on est vraiment là pour apporter une expérience client via donc nos alternants avec ce 109 qui est nécessaire aussi auprès de nos équipes. Donc moi, je pense pas que en tout cas, le nombre d'alternants chez Cégide impacte ce problème, enfin impacte ça. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont beaucoup de stagiaires et qui les prennent forcément parfois pour des petites mains. Et nous, en tout cas, c'est pas l'optique qu'on a chez Cégide. Au contraire, c'est vraiment de les valoriser et d'en faire voilà, une valeur ajoutée pour nos équipes et aussi pour nos clients, puisque forcément, quand on a un peu plus, les retours, en tout cas les retours de réponse ou les retours de projets, produits, etc., vont plus vite. Donc souvent, c'est plutôt positif.
Top. Et il y a aussi Romain qui pose une excellente question. Peut-être que toi, Edouard, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus au vu de la perspective que tu as avec différents clients. C'est quelle est la proportion un peu idéale d'ambassadeurs, d'ambassadrices pour une entreprise entre 500 et 1000 personnes? Alors en fait, je vais redire un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que en vrai, la bonne base de départ pour toutes les boîtes, même pour les très très grosses boîtes, ça va être 5 à 10 ambassadeurs. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à travailler son noyau dur, on va commencer à travailler sa communauté. Et de toute façon, pour répondre à Romain, il y a assez peu de chances que dans les premiers mois du déploiement du programme ambassadeur et des actions ambassadeurs, quand vous allez les impliquer dans vos recrutements, que vous allez avoir tout de suite un flux, tout de suite des demandes d'implication sur ces sujets-là qui soient conséquentes. Et nous, ce qu'on préconise, c'est effectivement de commencer avec en moyenne 5 à 10 pour avoir un starter et faire en sorte qu'on puisse lancer des actions, qu'on puisse voir comment les gens réagissent et aussi voir comment les employés réagissent vis-à-vis de ce programme. Et ensuite, d'avoir la capacité, au fil des mois, de faire grossir cette communauté. Et après, là, du coup, je peux prêcher un petit peu pour ma paroisse, mais c'est vrai que c'est là où c'est intéressant d'avoir un outil pour pouvoir gérer ça, parce que nous, on va permettre d'avoir accès, du coup, à toute la base des collaborateurs, qui sont sur le papier tous un peu ambassadeurs, et de les activer au fur et à mesure en fonction des besoins et en fonction des profils qu'on a. Ça aussi, ça fait partie des grandes ressources de notre côté, c'est que finalement, quand là, nous, dans notre cas bien précis, on vient mettre en relation des gens avec des candidats, avec des ambassadeurs, on va avoir une notion de flux et une notion de catégorisation qui va être importante. Si d'un côté, on va, je vais dire n'importe quoi, mais avoir besoin de recruter des gens sur des métiers de support technique et de l'autre côté, des gens pour des métiers d'ingénierie, développement, eh ben, en fait, on n'a pas l'assurance qu'il y ait autant de gens qui demandent, qui sollicitent des ambassadeurs sur les deux. Il y a à peu près beaucoup de chances que ce soit pas le même chiffre. Donc, ça sert à rien de se dire, il va me falloir tout de suite 50 et 50, parce que si ça se trouve, il y aura beaucoup plus de gens qui vont se poser des questions sur la partie support, qui sera moins le cas sur la partie des ambassadeurs côté ingénieur développement. Et donc, du coup, si on commence à mobiliser tout de suite 50 et 50 personnes et qu'on a 100 ambassadeurs et que le flux se dirige vers une cible plutôt qu'une autre, on aura fait un effort très conséquent pour recruter 100 personnes et finalement, on aura encore besoin de recruter de nouvelles personnes sur une cible qui est encore trop sollicitée, trop demandée. Donc, c'est vraiment une logique de flux, une logique de segmentation qui va être importante. Et donc, la bonne réponse à cette question, combien j'ai besoin d'ambassadeurs, c'est 5 à 10 pour commencer, ça suffit largement. Et déjà, réfléchissez aux actions, aux intégrations et à comment est-ce que vous voulez les rewarder. Et après, vous allez faire évoluer ça pour en avoir 10, 20, 30, 50. Après, nous, la target qu'on se fixe toujours avec le client, c'est avoir la capacité d'aller chercher 8, 10, 15% des gens se mobiliser tout au long de l'année. Et donc là, finalement, une plateforme comme Mama, ça va permettre de mettre tout le monde au même endroit, de aussi, donc quand tu me disais les activer, créer du lien, c'est aussi lié, en fait, il y a des intégrations aussi avec les ATS, donc ça permet vraiment, on va dire, de professionnaliser ce système d'ambassadoriat, comme tu le dis très bien, Solène, pour que derrière, on voit les résultats, que en fait, il y a aussi des KPIs qu'on attend, enfin, de l'analytique. C'est quoi pour vous alors, pour toi Solène chez Cegid, un bon, on va dire, un peu les métriques que tu suis au niveau de l'alternance qu'est-ce qui ferait un bon programme ambassadeur? Alors, excellente question. Déjà, voilà, ce que disait Edouard, c'est déjà d'avoir le noyau dur, donc déjà voir combien on en veut. Et une fois qu'on a le nombre qu'on veut, voir sur quelles actions on veut les amener. Donc voilà, mettre des pourcentages sur quelles actions on pourrait les faire progresser. Qu'est-ce que eux attendent de nous? Donc où est-ce que, en fonction de leurs compétences et de leur expérience personnelle, qu'est-ce que eux pourraient amener aussi à nos candidats? Et après, moi, je pense que concrètement, il faut que en termes de pourcentage, on ait besoin de mesurer leur engagement sur le long terme, en évitant que ce soit toujours les mêmes personnes et qu'on engage toujours les mêmes personnes. Donc, je pense qu'honnêtement, alors ça, c'est quand même quelque chose qu'on met en place, donc j'ai pas encore forcément toutes les données en tête, mais aujourd'hui, c'est des choses qu'on va mesurer,
qu'on va mesurer, je pense, en interne en fonction voilà, des demandes de chacun et de ce que nous, en interne, on voudrait mettre en place. Mmh. Parfait, on arrive à la fin de ce live, c'est passé très vite. Moi, ce que je vais retenir aujourd'hui, ce que je garde avec moi, c'est que l'alternance, en tout cas, c'est une vraie opportunité pour nos jeunes. C'est un système d'insertion, comme tu l'as très bien dit, Solène, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir l'alternance comme quelque chose de court terme, mais vraiment de moyen, long terme, et que finalement, les anciens alternants vont être aussi des bons ambassadeurs et des bonnes ambassadrices, comme toi, j'imagine, Solène, au sein de Cégide. Et donc, mettre en place un programme d'ambassadoriat, ça va aussi engager ces alternants et ces alternantes d'avoir de l'humain. On sait que cette génération Z ne veut plus être considérée comme un numéro, mais veut vraiment une relation profonde avec les recruteurs, les recruteuses, tous les membres en tout cas qui font le recrutement aujourd'hui, et d'avoir mis en place des systèmes d'ambassadeurs, c'est de se dire, ben voilà, j'ai un mentor, c'est Luc, c'est Isabelle, et ça va leur permettre aussi de se dire, ben, je vais pouvoir apprendre avec eux et faire en sorte que de décrocher ce fameux diplôme qui est aujourd'hui important, en tout cas dans nos carrières. Et donc, pour mettre en place un système comme ça d'ambassadoriat, c'est dans un premier temps, avoir son noyau dur, comme le disait Edouard, une petite communauté qu'on va animer. C'est aussi de s'assurer de bons critères, en tout cas, dans l'ambassadeur. Donc, c'est aussi, pourquoi pas, sélectionner aussi les ambassadeurs et les ambassadrices, et surtout créer un système d'incentive pour pouvoir, en tout cas, les valoriser aussi dans leur entreprise, et que ça donne aussi peut-être envie à d'autres de se dire, ah, ben j'ai vu que... et donc, c'est aussi ça, c'est toujours la preuve par l'exemple, et je trouve ça génial. Il y a Céline qui pose cette dernière question, j'imagine, dans l'alternance, et puis je vous laisserai, Solène et Edouard, avoir le mot de la fin sur ce live aujourd'hui. En effet, en alternance, il doit y avoir des métiers plus difficiles à recruter dû à l'attractivité des métiers, notamment, on sait les développeurs, on sait aussi les métiers de techniciens sont aussi difficiles, du secrétariat. Est-ce que toi, Solène, aujourd'hui, est-ce que tu as vu des tendances au niveau de certains métiers qui seraient plus difficiles à recruter aujourd'hui en alternance ? Alors oui, tout à fait. Nous, aujourd'hui, pour donner un peu d'informations, nous, on recrute à 60% de de nos alternants de la R&D. Donc des développeurs, voilà, tout ce qui va être un peu plus technique et recherché en tout cas pour nos besoins actuels. Donc ces métiers-là, c'est des on va dire des alternants qui sont très demandés. Donc bien évidemment, c'est compliqué à les avoir et à les retenir. Donc sur la partie R&D, c'est compliqué, moi je trouve, même s'il y a plein d'écoles, ça commence à beaucoup, on va dire, se familiariser. Enfin, tout le monde commence à comprendre un peu ces métiers-là qui deviennent nécessaires dans les entreprises. Aujourd'hui, on va essayer de rechercher un peu des talents un petit peu différents, puisqu'on va aussi se baser sur de l'IA qui devient essentiel dans nos métiers. Donc, c'est des métiers qui sont un peu spécifiques. Donc, bien évidemment, on va avoir des métiers qui sont un peu plus pénuriques, on va dire. Après, il y a tout ce qui est fonction support, commercial, marketing, où là, il y a beaucoup de flux. Et après, c'est à nous, sur ces côtés-là, on peut encore avoir le choix de pouvoir mettre, on va dire, réfléchir à nos compétences aux compétences clés qu'on a au sein de l'entreprise. Donc, nous, je pense que le plus compliqué aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, bloquer les développeurs, puisque c'est eux qui vont avoir le dernier mot, malheureusement, sur le recrutement, sur leur recrutement. D'où l'importance de créer une expérience un peu remarquable, irrésistible pour ces populations-là. Allez, c'est le mot de la fin. Edouard et puis Solène, on te laissera vraiment le mot de la fin. Edouard, qu'est-ce que tu as envie de dire à tout le monde sur ce sujet de l'ambassadoriat ? Non, que c'est clé et qu'effectivement, c'est un sujet qui se met en place pour le long terme et que ça va vous permettre de travailler finalement votre marque employeur à la fois en interne, puisque c'est vos ambassadeurs qui vont porter le message, mais aussi surtout à l'externe, comme le disait Solène, quelqu'un qui a une bonne expérience de ce process de recrutement, même si à la fin, il y a un non constructif, on arrive sur des gens qui ont quand même envie de se dépasser, de repostuler quand ils arrivent au bout de leur cursus. Donc, c'est un asset, la communauté, ces gens-là, que vous allez créer pour aujourd'hui et qui va vous permettre de prospérer dans le futur. Donc, pour nous, c'est la base. Allez, Solène, le mot de la fin.
Non, mais moi, aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui devient nécessaire, en tout cas chez Cégide, puisque ça n'a pas été forcément mis en place, ou alors c'est quelque chose qui est un peu de façon inhabituelle, chacun fait un peu dans son coin. Donc aujourd'hui, voilà, créer cette communauté va nous permettre, voilà, de nous développer aussi. Et en tout cas, moi, je compte en tout cas sur, en tout cas, les managers, s'ils m'écoutent, de venir ambassadeur de Cégide. On compte sur vous. Et chacun, soyez ambassadeur de votre entreprise. C'est très important pour nous. Merci en tout cas. Parfait. Merci tout le monde. Merci de nous avoir écoutés sur cette conversation. Et je vous dis à très vite. Au revoir Solène et au revoir Édouard. Merci, au revoir.